Vous êtes-vous déjà demandé ce qui poussait les censeurs à interdire certains des films d'exploitation les plus choquants des années 40? Des scandales d'adolescents brisant les tabous au portrait sans concession des horreurs réelles, ces 20 films ont osé montrer l'indicible. Lors de ce compte à rebours, nous révélerons les histoires brutales derrière chaque classique interdit. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche pour vous joindre à ce voyage interdit. Street Corner. Street Corner, d'Albert Ishkeli, propose un examen choquant de la grossesse chez les adolescentes, de l'avortement clandestin et des conséquences d'une vie rapide dans une petite ville. Narrée par un médecin de famille préoccupé, l'histoire suit la lycéenne Lois Marsh qui découvre qu'elle est enceinte de son petit ami, Bob Mason. Lorsque Bob meurt dans un accident de voiture en se rendant à un rendez-vous avec Lois, elle est poussée dans l'illégalité vers un avorteur non agréé. Des représentations graphiques de l'avortement lui-même, accompagnées de ses conséquences sanglantes, sont entremêlées d'une conférence culminante sur les maladies vénériennes, l'anatomie féminine et l'accouchement. Pour les spectateurs habitués à des productions aseptisées de studio, ces scènes étaient stupéfiantes. Les autorités catholiques locales ont placé Street Corner sur leur liste des films condamnés, et les archives de la National Legion of Decency montrent qu'il a reçu une classification C, l'interdisant effectivement des lieux conformes moralement. Ses visuels bruts et son sujet tabou en ont fait un pilier du circuit hygiénique underground et une icône de l'exploitation par code postal. Enfant marié, initialement produit en 1938 et réédité en 1943 sous le titre Enfant marié, le film à petit budget de Harry Revier traite de l'un des tabous les plus pervers de l'époque, le mariage de mineurs. Le film se présente comme un drame de problèmes sociaux, mais toute l'attention est sur une séquence notoire dans laquelle Shirley Mills, âgée de 12 ans, nage nue, une infraction sans précédent à l'interdiction du code Hays sur la nudité des enfants à l'écran. L'administration du code de production a refusé de lui accorder un sceau d'approbation, qualifiant son sujet d'anomalie sexuellement répugnante et ses scènes de nudité d'inexcusables. Malgré cela, ou à cause de cela, Child Bride a trouvé une seconde vie dans le circuit d'exploitation, pour être ensuite interdit dans plusieurs juridictions en raison de son contenu scandaleux. Son infamie perdure comme une étude de cas sur la façon dont les prétextes éducatifs étaient utilisés pour faire passer le sensationnalisme devant les censeurs. Né pour tuer. Les débuts de Robert Wise en tant que réalisateur dans le film noir Born to Kill ont choqué le public de 1947 avec l'anti-héros impitoyable de Lawrence Tierney et une série de meurtres à l'écran si viscéraux qu'ils ont testé les limites du Hays Code. Lorsque Sam Wilde assomme à mort son rival, puis l'amant de ce dernier dans une furie de ruelle, le public s'est révolté face à la violence insensible du film. Les bagarres hors écran de Tierney n'ont fait qu'ajouter à la controverse. Les conseils de révision de l'Ohio, de Chicago et de Memphis ont carrément refusé de délivrer une licence pour le film, et la Ligue nationale de décence le regardait avec méfiance. La Motion Picture Association a finalement interdit la ressortie en salle de Born to Kill en le répertoriant parmi les 14 titres répréhensibles et inappropriés qui ne pourraient plus jamais être projetés dans des salles pour adultes. Son héritage réside dans la manière dont il a forcé Hollywood à prendre conscience du pouvoir de la violence brute à l'écran et de la force répressive de son propre autocensure. La rue Rouge, Scarlet Street de Fritz Lang échange le crime sensationnaliste pour une sombre histoire d'obsession et de trahison dans l'Amérique d'après-guerre. Edward G. Robinson joue le rôle du caissier timide, Christopher Chris Cross, qui se retrouve impliqué avec la glamour Kitty March et son impitoyable petit ami gangster. Lorsque l'art de Cross est volé, sa vie se défait en chantage, en faux et enfin en meurtre de sang-froid. La cinématographie ombragée de Lang et un climax angoissant où le monde de Cross s'effondre dans la ruine poussent le film à la limite pour les censeurs. En janvier 1946, le comité de censure de l'État de New York a interdit le film en raison de son caractère obscène, indécent, immoral, inhumain et sacrilège, et Milwaukee ainsi qu'Atlanta ont suivi, invoquant ces thèmes sordides qui menaçaient de corrompre les mœurs. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des noirs les plus sombres et les plus controversés des années 40. Hommes engage. Imaginez-vous glissant dans un théâtre improvisé à la fin de 1940 attiré par des cris de « Découvrez la vérité choquante de la maternité hors mariage » sur une affiche criarde. Ce qui accueillait le public était Hommes engage, un drame d'exploitation de 62 minutes, réalisé par Melville Shire et produit par l'impresario de film choc Willis Kent. L'histoire suit Nan Carey, une étudiante qui tombe enceinte lorsque son fiancé hésite à s'engager. Seule et désespérée, elle accouche en secret.
croyant qu'elle fait la bonne chose. Au lieu de cela, elle abandonne son enfant pour découvrir que l'agence d'adoption supposée est une façade pour le coup de pub d'une reine du burlesque. Le bébé est vendu dans un monde de striptease et de scandales, transformant l'agonie de Nan en spectacle pour des étrangers payants. Shire, un fondateur de la Directors Guild of America, a encadré chaque scène en noir et blanc saisissant, utilisant des contrastes d'éclairage marqués pour accentuer la sensation de la vie réelle se fondant dans la pellicule. Les gros plans du visage, couverts de larmes de Nan par le directeur de la photographie Harvey Gould, et les lumières scintillantes de la scène burlesque donnent au film une intensité quasi documentaire. Kent, déjà célèbre pour des films comme The Pace That Kills, a commercialisé Souls in Pawn sur le circuit Roadshow, accompagné de conférences moralistes en direct afin de contourner le refus du Hays Office d'accorder un sceau d'approbation. Les commissions de censure locales furent horrifiées par sa représentation sans détour de la grossesse hors mariage, du trafic d'enfants et du striptease mêlé à une narration moralisatrice. La Légion catholique de décence lui a attribué une cote C, le condamnant comme entièrement exploiteur et inadapté à tout public. En quelques semaines, au moins 8 États, dont le Massachusetts et l'Ohio, l'ont interdit. Des projections de minuit clandestines ont émergé, consolidant sa réputation de cinéma interdit. Aujourd'hui, Souls in Pawn reste une pierre angulaire du roadshow exploitation, autant mémoré pour sa bataille avec la censure que pour sa représentation brutale du désespoir humain. Lash of the Penitent. Au milieu des années 1930, le réalisateur Harry Revier s'était taillé une place sur le marché des droits des États en repoussant les limites de ce qui était acceptable. Son shockumentary de 1936, Lash of the Penitent, combine des images authentiques des rituels d'autoflagellation de la confrérie des pénitents avec une histoire de meurtre et de trahison à la trame faible. Revier, qui a découvert des bobines ethnographiques abandonnées du culte flagellant du Nouveau-Mexique, a construit un long métrage osé autour d'images de pénitents encapuchonnés se flagellant sous le soleil désertique. Il a même inséré des scènes mises en scène, notamment une crucifixion nue qui brouillait la frontière entre documentaire et exploitation. L'approche de Revier était simple, promettre des images réelles de rites interdits, puis livrer des reconstitutions qui garantissaient l'indignation du public. Il a co-réalisé avec Roland Price, dont le travail de caméra a donné au film une immédiateté troublante. La narration, interprétée par Billy Bletcher, oscille entre sermons moralisateurs et provocations excitantes, assurant que les spectateurs ne se sentent jamais complètement en sécurité. Malgré, ou à cause de, son sujet religieux, les conseils locaux l'ont jugée blasphématoire et indécente. La Légion catholique de décence l'a condamné en 1940, qualifiant le film de répugnant en raison de son affichage gratuit de violence et de nudité partielle, et plusieurs États ont interdit sa projection. Fidèle à l'esprit de l'exploitation, Revier a présenté l'interdiction comme une validation, annonçant le film comme étant interdit à tous, sauf aux véritables curieux. Les spectateurs affluaient vers des lieux clandestins pour assister à son mélange de vrais rituels et de fausses sensationnalités. Aujourd'hui, Lash of the Penitent reste un exemple typique du cinéma d'exploitation des années 1930 à 1940, brutal, sans concession et à jamais lié aux batailles de censure de l'époque. Paradis volé. En avril 1940, le producteur indépendant George A. Herleman a sorti Paradis volé, réalisé par Luigi Gasnier et tourné sur place à Coral Gable, en Floride. Commercialisé alternativement sous le titre Adolescent, le film met en vedette Leon Janet dans le rôle de Richard Gordon, un étudiant de séminaire de 18 ans protégé, rappelé à la maison lorsque son père se remarie. Les spectateurs s'attendant à une histoire de morale classique ont été troublés par le rebondissement tabou. Richard tombe amoureux de sa belle-sœur beaucoup plus âgée, Patricia. Gasnier, tout juste sorti de la mauvaise réputation de Reefer Madness, tissa une narration pleine de regards maladroits, de sous-entendus torrides et de commérages chuchotés. Capitalisant sur la fascination de l'Amérique pour la jeunesse dévoyée, Stolen Paradise s'aventurait en terrain dangereux. Suggestions incestueuses, fausse piété et conséquences du désir refoulé. Le distributeur Monogram Pictures a permis à Herleman d'exploiter l'hésitation du Hays Office en présentant le film lors de tournées régionales, accompagné de sessions de discussion qui le présentaient comme un avertissement éducatif. Néanmoins, les censeurs ont reculé. La Légion catholique de la décence l'a condamné comme étant répréhensible pour ses scènes scandaleuses, suggérant l'inceste et sapant les valeurs familiales, et plusieurs commissions locales ont refusé d'accorder des licences d'exposition. Malgré les interdictions officielles dans des États tels que la Pennsylvanie et la Virginie, des projections clandestines dans de petites indies
Les théâtres dépendants attirèrent les foules curieuses. Le succès souterrain du film n'a fait qu'alimenter sa réputation de l'un des films pour jeunes les plus sensationnellement interdits des années 1940. Plus de 80 ans plus tard, Stolen Paradise reste un rappel frappant de la manière dont le cinéma d'exploitation a utilisé les tabous pour défier et provoquer les arbitres moraux de son époque. Secrets of a Model. Le 11 avril 1940, Continental Pictures a discrètement sorti Secrets of a Model, réalisé par Sam Newfield sur Poverty Row et mettant en vedette Cheryl Walker dans le rôle de Rita Wilson. Apparemment un drame sur une serveuse cherchant de l'argent pour la chirurgie de sa mère, le film plonge rapidement dans le scandale. Rita devient modèle pour artiste, endure une aventure d'un soir avec son riche sponsor, Jack Thorndike, et contracte une maladie mystérieuse qui l'oblige à aller à l'hôpital. Les scènes crues de strip poker, de cocktails de drogue et de poses suggestives ne font que préparer le terrain à un effondrement moral. Newfield et le producteur J.D. Candace ont exploité chaque moment. Les valeurs de production à petit budget ont été éclipsées par le rythme rapide de Newfield et la promesse d'un contenu osé que les studios grand public n'auraient jamais touché. Les censeurs locaux, déjà en alerte maximale pour la sauvagerie d'avant-code, ont critiqué le film pour son affichage inapproprié de comportements immodestes et ont imposé des coupes à plusieurs scènes. Bien que l'administration du code de production ait refusé le sceau d'approbation, Continental Pictures a distribué le film par des canaux indépendants, le présentant comme une exposition éducative sur les dangers de la légèreté, vivant. La Ligue catholique pour la décence n'a jamais officiellement évalué Secrets of a Model, mais les commissions d'État dans au moins 5 juridictions l'ont interdit purement et simplement pour suggestions sexuelles offensantes. Les spectateurs à la recherche de sensations fortes dans de petites salles de cinéma en ont fait un succès surprise sur le circuit de l'exploitation. Aujourd'hui, le film subsiste comme une capsule temporelle compacte de la volonté de Poverty Row de tirer parti des scandales et des efforts que les autorités de 1940 déployaient pour garder ses secrets cachés. Mad Youth. Malgré son titre qui semble innocent, Mad Youth commence par une explosion d'enseignes en néon et une fièvre de jitterbug qui annonce des problèmes à venir. Réalisé par Melville Shire pour Willis Kent Productions, ce long métrage de 76 minutes met en vedette Mary Hensley dans le rôle de Mary Morgan, une diplômée de lycée dont la mère, Hélène, engage un escort masculin glamour pour compenser la jeunesse perdue. Lors d'une fête déchaînée à la maison, Mary est entraînée dans des parties de strip poker et des séquences de danse, pour découvrir que l'escorte compte plus que les affections de sa mère. Il a aussi profité de Mary. Tourné rapidement sur les arrière-plans de Poverty Row, le film de Shire joue sur le sensationnalisme, réseau de traite des blanches, séduction et rébellion adolescente. Le producteur Willis Kent, déjà connu pour des films comme Human Wreckage, a commercialisé Mad Youth comme une histoire d'avertissement contre la négligence parentale. Mais les avertissements moraux réduits n'ont guère dissimulé son caractère mercantile. Frisson. La Légion catholique de la décence l'a condamné en 1939 pour sa représentation gratuite du vice juvénile et de situations indécentes, entraînant une classification C et des interdictions dans les grandes villes. Pourtant, l'interdiction a engendré une demande clandestine. Les projections de minuit dans des cinémas urbains voyèrent des salles pleines de jeunes curieux et d'aînés émoustillés. Les critiques déploraient son esthétique à petit budget, mais concédaient son attrait indéniable. Aujourd'hui, Mad Youth perdure comme un prototype d'exploitation de la délinquance juvénile, un aperçu brutal et sans phare de la face cachée de l'adolescent américain rêve. Maman et papa. Au début de l'année 1945, Kroger Babb a lancé Maman et papa, un spectacle itinérant sur l'hygiène sexuelle réalisé par William Bodin, qui se faisait passer pour éducatif, mais se délectait de tabous. Les spectateurs affluaient vers des projections séparées. Les hommes et les femmes regardèrent séparément, où des conférenciers en hygiène en direct délivraient des moralisations sensationnelles avant et après la scène centrale du film, une scène d'accouchement sans concession qui promettait aux spectateurs qu'ils verraient réellement la naissance d'un bébé. Produit avec un budget très limité de 67 001 $ et tourné en 6 jours sur les terrains de Monogram, la stratégie de tournée de Babb impliquait des centaines de copies, de fausses lettres de protestation envoyées aux journaux locaux et des évanouissements mis en scène pour susciter la controverse. Ces tactiques ont généré un revenu brut estimé entre 40 millions et 100 millions de dollars, en faisant le film d'exploitation le plus rentable des années 1940 et consacrant la réputation de Babb en tant que maître. Malgré son triomphe financier, Mom and Dad a fait face à des défis juridiques et moraux incessants. La Légion nationale de la décence l'a condamné comme totalement exploiteur et des dizaines de conseils d'État et municipaux ont imposé des interdictions totales ou exigé des coupes importantes dans sa discussion franche des maladies vénériennes, PR
les relations sexuelles prémaritales et la naissance d'un enfant. Près de 428 poursuites ont visé Babb et les présentateurs du film lors de sa tournée prolongée, et à New York, il est resté interdit jusqu'à ce qu'un tribunal de 1956 juge que la naissance en direct ne correspondait pas à l'indécence. Pourtant, chaque bataille de censure n'a fait qu'alimenter son attrait de hors-la-loi. À ce jour, Mom and Dad reste une référence du cinéma d'exploitation des années 40, une collision sans complexe d'éducation, d'exhibitionnisme et de bravoure entrepreneuriale. Le sommeil du diable. En 1949, le photographe devenu producteur George Weiss a exploité la même panique morale qui avait alimenté Reefer Madness pour créer Le sommeil du diable, réalisé par W. Merle Connell. Présenté comme un exposé d'avertissement, le film suit le douteux entrepreneur Umberto Scali alors qu'il vend des amphétamines dans un spa de santé pour femmes et distribue de la benzédrine aux adolescents lors de soirées animées. La cinématographie granuleuse en noir et blanc de Connell, filmée dans des gymnases exigus reconvertis en clubs de remise en forme, juxtapose des routines de fitness lascives avec la consommation de drogue chez les mineurs, des cambriolages en série et des complots de chantage. Les scènes de Scali montrant des jeunes femmes avalant des pilules, dans des justes au corps à froufrou, sur une musique inquiétante de Térémine, allaient bien au-delà des limites du code de production. Les conseils de censure locaux ont réagi rapidement. La Légion catholique de la décence a attribué à The Devil's Sleep la note C, condamnant sa représentation gratuite de la délinquance juvénile et des situations indécentes. Plusieurs grandes villes ont refusé de délivrer des licences d'exposition, obligeant Weiss à compter sur des projections clandestines dans des grindhouses et des cinéparcs où les spectateurs se délectaient de ces sensations transgressives. Malgré son jeu d'acteur amateur et son cadrage à caractère d'exploitation, le film a trouvé un public dévoué en tant que spectacle interdit, lançant la trilogie Umberto Scali et consolidant le genre des avertissements sur la drogue comme un pilier du cinéma d'exploitation de la fin des années 40. Hollywood burlesque. Dans les derniers jours du théâtre burlesque, J.D. Candace de Continental Pictures a capturé des striptease interdits et des numéros de comédie osés dans Hollywood burlesque. Tourné sur place au célèbre Hollywood Theater de San Diego, le film présente une revue de numéros de striptease en direct, de danses suggestives et de sketchs vaudevillesques grivois. Candice, déjà connue pour ses films à petit budget à sensation, a utilisé l'éclairage de scène et des gros plans serrés pour accentuer chaque tourbillon de pompons et frémissements suggestifs, le présentant comme un aperçu anthropologique derrière le rideau de velours du divertissement pour adultes. La Ligue catholique de décence, alarmée par sa provocation évidente, a condamné Hollywood burlesque en juin 1949, le qualifiant d'indécent pour tout public. Plusieurs diocèses et conseils d'État ont suivi, ordonnant son retrait des cinémas grand public. Sans se laisser décourager, Candice a utilisé ces interdictions comme preuve d'authenticité, augmentant les réservations dans les cinémas de quartier et les projections nocturnes, où des foules curieuses payaient cher pour voir des danseurs se dévêtir au rythme du jazz et des percussions. Aujourd'hui, le film perdure comme l'une des documentations de burlesque les plus brutes de l'époque, emblématique du mariage de l'exploitation, du scandale et du marketing. Bob et Sally, Universal Studios. Bob et Sally, plus tard retitré L'histoire de Bob et Sally, est arrivé à la fin de l'année 1948 comme une version édulcorée du modèle de Mom and Dad de Kroger Babb. Réalisé par Early C. Kenton, le drame raconte l'histoire de Bob Jordan et Sally Wright, amoureux de lycée, alors qu'ils font face à une grossesse non planifiée, un avortement amateur et la stigmatisation sociale. Entrecoupé d'images médicales mises en scène et de sermons didactiques du Dr. Lorne Carey, le film prétend défendre la santé publique tout en se délectant de sous-entendus murmurés et de curiosités éducatives. Les objections au code de production ont retardé sa sortie. Universal a mis le film en attente après les menaces d'application de l'administration du code de production. Finalement vendu à des circuits indépendants, The Story of Bob and Sally a été présenté dans des spectacles itinérants aux côtés de spectacles burlesques en double séance, son cadre moral étant incapable de dissimuler des sous-entendus risqués. La Légion de décence l'a condamné en 1949 pour mise en avant inappropriée du vice juvénile, et plusieurs conseils locaux l'ont interdit complètement, consolidant ainsi son statut de choc hygiénique de deuxième génération. Bien qu'il soit éclipsé par son prédécesseur, il reste un artefact clé de l'exploitation de la fin des années 40, mêlant prétention de service public et contenu lubrique. Elle aurait dû dire non, en capitalisant sur les arrestations pour marijuana de Lila Leeds et Robert Mitchum en 1948, elle aurait dû dire non. De Sam Newfield a été présenté pour la première fois à Chicago en juillet 1949. Leeds joue une étudiante bien sous tout rapport attirée dans des clubs de jazz, puis dans le milieu de la marijuana.
monde, accompagné de musique inquiétante au theremin et de montages hallucinatoires. Newfield a tourné le film en 6 jours, puis a confié la distribution à Hallmark Productions de Kroger Babb, qu'il a requalifié avec des affiches tapageuses promettant « Jusqu'où peut aller une bonne fille sans perdre sa... » vertu. Les critiques ont ridiculisé ses performances rigides et sa propagande maladroite, mais les censeurs locaux étaient plus alarmés par ses images franches de drogue. La Légion catholique de la décence l'a officiellement condamné en avril 1951 comme « It passe insurance » au « immoral », et plusieurs commissions d'État ont interdit sa projection. Babb a tiré parti de cette notoriété, organisant des conférences par d'anciens toxicomanes et envoyant de fausses recommandations du service des impôts aux directeurs de théâtre. Les projections clandestines à minuit dans les cinémas urbains en ont fait un rite de passage illicite pour les amateurs de sensations fortes. Des décennies plus tard, son statut de domaine public et sa valeur kitsch ont assuré à She Shude Said No une seconde vie durable parmi les amateurs d'exploitation. Délinquante. Dans les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, Producer Releasing Corporation a lancé Délinquante, un mélodrame adolescent percutant réalisé par Albert Herman qui ne mâche pas ses mots. Le film s'ouvre sur le suicide tragique de l'élève de lycée Lucille Dillerton, qui se jette d'un pont après une nuit de fête illicite avec ses camarades de classe. Plutôt que de s'enliser dans le mélodrame, le récit bascule vers une enquête policière qui découvre un réseau clandestin choquant de consommation d'alcool par des mineurs, de trafic d'armes et de délinquance juvénile. June Thompson, incarnée par June Carlson, incarne la bonne fille de l'époque, déchirée entre les attentes parentales et l'attrait de la vie nocturne de la ville. Mimi, jouée par Fifi Dorsey, personnifie la mauvaise influence sans retenue. Des scènes d'adolescents en boîte, de vente d'armes occasionnelles et d'une poursuite en voiture mortelle étaient si franches que les commissions locales de censure à Chicago et ailleurs ont discrètement interdit le film, craignant qu'il n'incite à la délinquance réelle. Sa représentation sans faille de la violence juvénile et de la déchéance morale en a fait l'un des films sur la délinquance juvénile les plus notoires et localement interdits de la décennie. La grande question. Imaginez des foules attirées par des murmures d'images véritables de chaos à l'écran. Pourtant, le style documentaire de La Grande Question était une pure exploitation du début à la fin. Initialement sorti en 1938 sous le titre Tell Your, Des enfants, le film de Luigi Gasnier a été repris par Duane Esper et remonté avec de nouveaux titres et des inserts supplémentaires en 1940. Cela va des convulsions théâtrales à des reconstitutions de meurtres amateurs, le tout rythmé par une bande-son frénétique de theremin qui promettait de révéler la marijuana comme un passeport vers la folie. Proclamé comme un avertissement éducatif aux adolescents, il misait plutôt sur le sensationnalisme. Les affiches vantaient les combats de cannabis en direct, et les promoteurs attisaient la curiosité pour du contenu interdit, envoyant des lettres de protestation aux journaux pour susciter la controverse. Mais les censeurs d'État ont vu le stratagème. Le Conseil de censure de l'État du Maryland, sous Sidney R. Traub, l'a condamné en 1949 comme indigne des mœurs publiques, tandis que la Pennsylvanie et la Virginie occidentale ont refusé de le licencier, invoquant une représentation gratuite de drogue, rituelle. Les projections clandestines à minuit, complètes avec des conférences éducatives sur la drogue en direct, n'ont fait qu'amplifier son mythe. Aujourd'hui, The Burning Question persiste comme un archétype du cinéma d'exploitation, où le choc et le sens commercial ont éclipsé toute prétention à un véritable message de santé publique. Nous, accusons. En 1945, la productrice Harriet Parsons et le réalisateur Oliver Wendell Holmes ont présenté « Nous, accusons », un documentaire poignant sur le tribunal des crimes de guerre de Kharkiv, qui a éliminé la distance confortable d'Hollywood par rapport à « conflit ». Au lieu de drame de scène, le film passait directement à l'horreur, aux témoignages de survivants, aux corps entassés, aux villages incendiés. Sa représentation sans détour de la brutalité nazie, y compris des plans prolongés de fosses communes, brisait l'interdiction du code de production concernant l'horreur excessive et la vulgarité. L'administration du code de production cinématographique a refusé au film son sceau, dénonçant l'utilisation du mot « damned » et son imagerie graphique comme excessivement macabre. Les conseils municipaux ont suivi le mouvement, le Conseil des régents de l'État de New York, craignant une opinion publique enflammée et des troubles potentiels, a révoqué les licences d'exposition tandis que les grandes municipalités l'ont qualifié de subversif et moralement corrosif. Malgré les interdictions, nous accusons à trouver refuge dans de petits cinémas d'art où les intellectuels débattaient de la moralité contre l'historique. Vérité. Les participants se souvenaient de son effet bouleversant, un rappel urgent que le cinéma pouvait être un outil de justice, pas seulement de divertissement. Aujourd'hui,
il reste une œuvre marquante de l'exploitation d'après-guerre. Un film qui a osé utiliser le choc pour confronter le public, avec les horreurs bien réelles qu'ils avaient longtemps préféré ignorer. No Orchids for Miss Blendish. Sorti d'abord en Grande-Bretagne, No Orchids for Miss Blendish de St. John Ledge Closer a traversé l'Atlantique en 1948 comme une sinistre histoire de gangsters imprégnée de sadisme, brutalité. Adapté du roman scandaleux de James Hadley Chase, sa version américaine a conservé les séquences les plus choquantes. L'enlèvement de la protagoniste par des voyous, une scène de striptease forcée sous la menace d'un couteau et un meurtre à l'écran où une victime est poignardée au rythme d'un air de jazz entraînant. Les critiques l'ont dénoncé comme étant le spectacle le plus écœurant de brutalité, de perversion, de sexe et de sadisme jamais montré sur un écran de cinéma. En 1949, le Conseil des censeurs de l'État du Maryland, dirigé par Sidney R. Traub, l'a mis sur sa liste de condamnation, le qualifiant de dépourvu de valeur sociale rédemptrice, et a interdit toutes les projections. D'autres juridictions ont suivi. Des cinémas en Pennsylvanie et à Chicago ont discrètement retiré les copies, et les censeurs de New York ont exigé des coupures dans chaque scène suggérant une violence sexuelle. Malgré, ou à cause de, sa réputation, des copies de deuxième génération ont circulé dans des échanges clandestins au sein de clubs privés, consolidant son statut culte parmi les amateurs de films criminels. Aujourd'hui, No Orchids for Miss Blendish est étudié comme une référence de l'exploitation des soldats. Un film dont les excès sensationnalistes ont forcé les comités de censure à prendre en compte les appétits plus sombres des publics d'après-guerre. Duel au soleil. Le western épique de King Vidor, Duel au soleil, est arrivé avec un battage médiatique sans précédent à la fin de l'année 1946, mais il a suscité le scandale dès sa première bobine. La performance sensuelle de Jennifer Jones dans le rôle de Pearl Chavez, une orpheline à moitié comanche, est éclipsée par une scène de viol éprouvante mise en scène avec des gros plans provoquants et une musique tonitruante qui ont ouvert de nouvelles voies à l'écran. Violence. Quelques instants plus tard, le personnage de Joseph Cotten assomme un homme à mort, laissant des éclaboussures de sang à travers les mésas rouges de l'Arizona, une imagerie si brute que les censeurs du Tennessee sous Lloyd T. Benford ont refusé de lui accorder une licence en 1947, citant 2 meurtres, puis un viol, puis une catastrophe ferroviaire, et se terminant par 2 meurtres, jugés trop matures pour le public local. Public. La New York Motion Picture Commission et le département de police de Milwaukee ont emboîté le pas, l'interdisant purement et simplement, et obligeant Selznick à réduire plus d'une demi-heure de séquences. Exclu de nombreuses salles pour adultes, le film a néanmoins récupéré son budget exorbitant grâce à des prix de billets plus élevés dans les territoires permissifs. Aujourd'hui, Duel in the Sun est reconnu à la fois comme une merveille technique et un point de repère dans le dialogue sur la violence cinématographique. Un western qui a testé les limites du code de production et a prouvé que la narration épique n'a pas besoin de reculer devant ses impulsions les plus sombres. Papa et maman. Au milieu de l'année 1945, le maître de l'hygiène sexuelle, Kroger Babb, a transformé l'indignation morale en succès au box-office, avec Papa et Papa. Présenté comme un film éducatif sur les maladies vénériennes et l'accouchement, le réalisateur William Bodine a intégré une séquence de naissance presque intacte, filmée avec un seul brin d'herbe dissimulant le visage du nourrisson, dans ce qui se lit par ailleurs comme un avertissement à caractère exploitant, histoire. Le marketing de Babb était aussi audacieux que le film lui-même. Il expédia des centaines de copies lors de tournées et organisa des évanouissements et des crises spontanées dans les auditoriums, ainsi que des projections séparées par sexe pour maximiser l'excitation. Le lobby religieux n'a pas hésité. La National Legion of Decency l'a condamné comme entièrement exploitatif, et les commissions d'État au Massachusetts, dans l'Ohio et à Philadelphie ont imposé des interdictions totales ou exigé des coupes importantes avant d'autoriser toute projection. La commission de l'État de New York a retenu le film jusqu'en 1956, lorsqu'un tribunal a statué que l'accouchement, aussi graphique soit-il, ne constituait pas de l'obscénité. Malgré des milliers de procès, Mom and Dad a rapporté entre 40 millions et 100 millions de dollars, devenant ainsi le film d'exploitation le plus rentable de la décennie. Aujourd'hui, il se dresse comme une icône du spectacle roadshow des années 1940, une tempête parfaite de chocs, de ventes et des luttes écharnées de l'époque sur la moralité au cinéma. Ces films d'exploitation interdits repoussent les limites de ce qui était acceptable, montrant une violence brute, des sujets tabous et une réalité sans filtre. Leur héritage perdure dans le débat actuel sur la censure, l'art et la moralité. Merci d'avoir regardé notre plongée profonde dans les moments les plus controversés du cinéma. N'oubliez pas de liker, commenter